Bienvenue dans Dévoile-toi, le podcast où l'on part à la rencontre de femmes et d'hommes passionnés qui œuvrent pour le mieux-être, la conscience et l'harmonie intérieure. Ici, on prend le temps d'écouter, de comprendre et de s'inspirer. Aujourd'hui, je vous propose un voyage au cœur de la médecine chinoise. Cet art ancestral qui vise à rétablir l'équilibre du corps, de l'esprit et des énergies. Pour nous éclairer sur cette voie, j'ai le plaisir d'accueillir Estelle Foucard, kinésithérapeute et praticienne en médecine traditionnelle chinoise. Estelle pratique l'acupuncture, la moxibution, une technique de stimulation par la chaleur, ainsi que la pharmacopée chinoise. Elle accompagne les personnes dans une démarche de prévention, d'équilibre et de santé globale. Ensemble, nous allons parler de sa vision du soin, de son parcours, mais aussi de ce que la médecine chinoise peut nous apprendre sur la vie, l'émotion et la santé. Bienvenue Estelle et merci d'être avec nous dans Dévoile-toi. Bonjour Fabienne, je suis ravie d'être là pour faire ce podcast avec toi. Écoute Estelle, merci de me recevoir dans ton cabinet. On va commencer par une première question. Je suis prête. T'es au quête, ok. Alors Estelle, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ? Et qu'est-ce qui t'a amené à la médecine traditionnelle chinoise ? Étonnamment, c'est mon premier métier. Comme tu l'as dit, je suis kinésithérapeute et en fait, c'est une vraie vocation pour moi d'être kiné. J'ai toujours voulu faire ça et bizarrement, le jour où j'ai été diplômée, je me suis dit que dans ma vie, je ferais autre chose aussi. Et sans savoir pourquoi, il a fallu que j'investisse mon métier, que je prenne un peu d'expérience. Et à un moment, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que je comprenais pas, que j'arrivais pas à expliquer certaines situations de soins, que j'avais certaines rééducations qui étaient parfois un peu en échec, mais j'avais beau essayer d'en parler à des confrères, des consoeurs, à trouver des explications, je trouvais pas de logique au corps humain. Et pour moi, tout doit être logique. Donc, j'ai parlé à un ami qui avait fait des cours d'acupuncture et donc en fait, je suis allée le voir, j'ai fait une séance avec lui. On a parlé beaucoup de philosophie, surtout concernant la MTC, donc la médecine traditionnelle chinoise. Et puis j'ai été vraiment séduite. C'est vraiment une façon de soigner qui me parlait beaucoup. Ça t'a plu ? Ouais, c'était vraiment, je me suis reconnue dans cette façon de soigner. Et puis j'ai décidé de reprendre mes études pour me retrouver à un deuxième métier. Pour élargir ton champ de connaissances. Exactement. Dans le bien-être aussi. Moi j'ai dit pour rajouter une corde à mon arc. Ouais, c'est bien ça. Mais je suis hyper satisfaite d'avoir fait ça. Ouais. Super. Donc tu me disais, tu es également kinésithérapeute. Et donc comment les deux pratiques, elles se complètent dans ton approche du soin ? Alors c'est en ça que c'est un peu compliqué parce que c'est deux médecines complémentaires mais que je suis obligée de séparer distinctement. Tout simplement parce que la médecine traditionnelle chinoise c'est reconnu par l'Organisme mondial de la santé mais c'est pas reconnu en France. Et moi, en tant que kiné, je suis payée par la sécurité sociale et donc je ne peux pas pratiquer l'acupuncture dans une séance de kiné. Légalement, je n'ai pas le droit. Et donc, en fait, les gens qui viennent prendre rendez-vous chez moi pour des séances de kiné, je leur fais pas d'acupuncture. Alors que quand je suis dans des séances d'acupuncture, si je veux travailler un poignet parce qu'il y a un blocage qui joue sur tel ou tel méridien, je peux utiliser mes services de kiné, mes outils, mes connaissances de kiné là-dedans. Donc ça va plutôt être dans ce sens-là. Il peut m'arriver d'en parler à des patients où je vois que c'est plus compliqué que juste l'approche thérapeutique kiné. Après, j'essaye d'être discrète parce que je voudrais pas que ce soit perçu comme de la récupération, comme si je leur vendais quelque chose. Donc, dans mon cabinet, tu vois bien que y a des petits indices, comme quoi je fais de l'acupuncture, c'est sur mes cartes de visite. Quand les patients me posent des questions, j'en parle avec grand plaisir. Je leur propose en disant si un jour vous voulez essayer, n'hésitez pas, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre. Je comprends aussi qu'ils aient envie de différencier les deux prises en charge avec d'autres thérapeutes, mais voilà, du coup c'est comme ça que ça se passe.
dans ma pratique quotidienne. D'accord. Et donc, tu as obtenu là ton certificat, on dit WAFA, c'est ça WAFAS, c'est ça, j'ai eu du mal oui, mais en même temps, c'est... Alors, le WAFA. Ceux qui nous écoutent, c'est WFAS. Donc, c'est pas évident à dire. Le WAFA. Donc, c'est reconnu en Chine. Exactement. Et alors, moi, je souhaiterais savoir ce que représente cette reconnaissance pour toi personnellement et aussi professionnellement. En fait, c'est simple, c'est de la légitimité. Parce que, comme je te l'ai dit, en France, l'acupuncture, c'est pas reconnu en tant que pratique de la médecine. Ouais, c'est ça. Donc, pour moi, en tant que thérapeute kiné, c'est hyper important d'être dans les clous, d'être légitime et de proposer un service, des compétences vraiment correctes. Et du coup, les écoles d'acupuncture ne sont pas encadrées non plus. En fait, toi, demain, si tu as envie d'ouvrir ton école d'acupuncture, tu peux. Alors, je me suis renseignée sur l'école que j'ai faite, donc ça s'appelle la FLECT, F-L-E-T-C. On aime bien les noms chelous et chelous à prononcer. Ça vient de là de... Tu me fais galérer, là. Ouais, je sais, désolée. Mais, et du coup, c'était une école hyper sérieuse qui avait des partenariats avec des universités en Chine. Donc voilà, et à la fin, ils nous ont dit, on vous encourage à passer c'est pas un concours, c'est ce diplôme, en fait, qui vous accorde de la légitimité, puisque, en fait, si vous allez en Chine, vous montrez ce diplôme, en fait, vous avez une valeur, en fait, sur vos connaissances, vos compétences. Donc, c'est un diplôme que j'ai préparé longtemps à l'avance, parce que, en fait, il se passe à Paris. C'est des questionnaires qui sont traduits du chinois en français, qui sont... Alors, il y a de la pratique, de la théorie. Après, nos évaluations étaient renvoyées en Chine, corrigées là-bas, sous huissier, et après, on a reçu notre diplôme. Et c'est une formation qui a duré combien de temps, alors, la formation complète en MTC, elle est de 5 ans. Ah, quand même. Ouais. Donc, c'est 3 ans pour faire juste de l'acupuncture et de la moxibustion. Moi, je l'ai complété avec 1 an de plus en pharmacopée. Les deux disciplines qui restent et qu'on voit les 2 dernières années, c'est le Twina. Donc, encore un nom à coucher dehors, ça. Et en fait, le Twina, c'est un peu l'équivalent de l'ostéopathie et de la kiné en Chine. Donc, c'est un peu... leur façon... C'est le mixte, en fait. C'est ça. De l'ostéo et du kiné, quoi. Ouais, exactement. Avec leur propre technique, etc. Moi, j'avais pas la volonté de me former là-dedans parce que ça fait déjà 10 ans, en fait, que je suis kiné et que j'ai mes propres techniques, que je maîtrise depuis 10 ans. Donc, j'avais pas envie de rajouter d'autres choses qui... Pour moi, j'avais assez de compétences là-dedans et je me suis assez formée en kiné pour être compétente là-dedans. Et la dernière, c'est le Qigong. Ça fait partie aussi de mon métier puisque c'est une approche par les mouvements, la respiration, même si je vais pas avoir la même approche en tant que kiné au niveau des méridiens, mais j'en ai pratiqué un petit peu. J'aurais pas la volonté de donner des cours ou donner des exercices, donc j'ai pas voulu me former spécialement là-dedans, même si j'en ai fait en fait par mon école et à côté. Mais voilà, je me sens pas de le proposer aux patients pour avoir un accompagnement qualitatif là-dessus. Et je vais plutôt renvoyer vers plein d'autres assos qui en pratiquent auprès de chez les personnes, quoi. D'accord. Ok, alors Estelle, si tu devais décrire en quelques mots ta mission auprès des personnes que tu accompagnes, que dirais-tu ? Alors, je pense que tu l'as assez bien dit dans l'introduction, c'est en fait trouver l'équilibre. Ça peut être quelque chose d'un petit peu bateau, mais en fait c'est hyper difficile dans notre société, un peu qui va être très dans les excès de sport, les excès alimentaires, les excès... En fait, on est vraiment dans une société d'excès et du coup trouver l'équilibre, mais surtout en fait son équilibre. La médecine chinoise, elle vise vraiment à individualiser la médecine. C'est en ça que c'est difficile et aussi passionnant. Donc, moi, je vais essayer de comprendre un peu comment fonctionnent les personnes dans la globalité et de comprendre surtout ce dont ils ont besoin et de les accompagner là-dedans, en fait. Ils doivent être aussi acteurs de leur propre santé et de leur propre changement. C'est ça. Donc voilà.
Donc c'est aussi un travail, on va dire, mental, où tu dois poser pas mal de questions aux gens pour connaître un petit peu leur ressenti, on va dire, à travers tes séances. Exactement, c'est une médecine assez complète, donc ça, on va poser des questions sur l'alimentation, la digestion, le sommeil, sur comment ça se passe au quotidien, mais aussi comment ils sont dans leur tête, comment ils réagissent à certains conflits, certains traumatismes, certaines situations difficiles, voir si c'est des choses qu'ils arrivent à surmonter ou justement en fait il y a quelque chose qui pêche, et voir si par l'acupuncture, la pharmacopée, on peut les aider à ces moments-là, quoi. Mais du coup, j'en profite, comme tu me tends la perche, pour dire ça peut être un travail multidisciplinaire. Donc des personnes où je me rends compte qu'il y a un vrai travail de fond sur, je donne un exemple, un problème avec la relation avec la famille. En fait, moi, avec les énergies, je vais pouvoir travailler, mais parfois, il y a aussi un travail de fond à faire en psychothérapie, et moi, ça va pas être ma place. Mais par contre, énergétiquement, je peux être là pour donner la force, accompagner, pour entamer un travail. Parce que des fois, on est tellement désemparés que entamer un changement, c'est déjà impossible. D'accord, ok. Alors, pour les personnes qui connaissent pas bien donc la médecine traditionnelle chinoise, comment toi tu vas la définir ? Par exemple, une personne qui va arriver, qui va te demander un petit peu, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Alors, déjà, donc, comme son nom l'indique, ça vient de la Chine. Et en fait, c'est une médecine millénaire. Donc vraiment, j'insiste sur millénaire. Ça fait de plus de 2000 ans qu'on la pratique. Et les Chinois avaient déjà vu, en fait, et compris le fonctionnement, donc sans ouvrir de corps humain, comment fonctionnait le foie, comment fonctionnait le cœur. Alors, dans leurs dessins, maintenant, on peut en rire, parce qu'on dit « Ah mais oui, mais ils dessinaient des poumons, ils dessinaient 3 poumons au lieu de 2. » Enfin, oui, mais pour l'époque, c'était incroyable, en fait, d'avoir déjà compris comment ça fonctionnait la respiration, comment fonctionnait le cœur, comment fonctionnait la circulation du sang. Enfin, c'était vraiment formidable. Donc, ça vient de ça, historiquement. Et en fait, moi, ce qui me tient à cœur, c'est de dire que c'est une médecine de prévention. À la base, en fait, on payait comme un forfait à son médecin qui venait dans les familles. Et donc, il venait, il prenait les pouls, donc il tâtait vos poignets pour voir un peu les pulsations de l'énergie. Il regardait votre langue, mais aussi la couleur de votre peau, vos yeux, enfin voilà, un petit peu votre état de santé général. Et si vous n'aviez pas de problème, il vous disait, quand même, là, je vois qu'il y a quelques petits trucs, essaye de manger un peu plus de ci, de ça, fais un peu plus d'exercice, ou au contraire, repose-toi. Et puis voilà, il venait un peu avant chaque changement de saison. Mais si vous étiez malade, en fait, il venait gratuitement. Donc votre médecin avait tout intérêt à ce que vous soyez en bonne santé, parce que ça le faisait travailler plus, et en plus, il n'était pas payé. Donc rien que ça, dans cette démarche-là, moi, ça me parle beaucoup. De se dire, on va essayer de traiter avant que ce soit déjà installé et que ce soit déjà compliqué à prendre en charge. Donc comme j'ai dit avant, il y a plusieurs disciplines. Il y a l'acupuncture qui fonctionne aussi avec la moxibustion. L'acupuncture, donc on va placer des aiguilles à des points précis, des points de méridien, des points d'acupuncture. Il y a le qigong qui est un peu comme une gymnastique. La pharmacopée, on va donner des plantes en poudre, faire des tisanes, des décoctions, tout ça. Et le twina, comme l'ostéopathie, la kinésithérapie, et la diététique. Donc en fait, c'est hyper important aussi la qualité et la qualité de ce qu'on va manger. Et en fait, qui va manger quoi, à quel moment de l'année, quelle personne on va plutôt lui indiquer telle chose ou telle autre. Et du coup, c'est aussi se soigner par la nourriture, quoi. Et c'est vraiment une discipline pour les personnes qui veulent pratiquer justement une séance. Parce qu'il faut quand même, je ne vais pas dire imposer, mais par rapport aux besoins des gens, tu dois quand même leur faire, je ne vais pas dire un régime, etc. Mais il y a quand même une discipline là derrière. Alors, je vois ce que tu veux dire, mais moi, j'aime pas trop ce mot discipline parce que ça veut dire que c'est forcément difficile, rude et imposé. C'est ça. Et en fait, les gens, s'ils viennent, c'est pour qu'il y ait quelque chose qui change, souvent. Alors, j'ai aussi des patients qui viennent dans un objectif de prévention. Mais en fait, si tu viens me voir en me disant à chaque fois que je mange des fraises, j'ai des remontées acides, déjà, voilà, en fait, déjà, c'est, peut-être déjà arrête. On va voir pourquoi est-ce que ça te fait ça, mais en fait, peut-être arrête, c'est peut-être pas bon pour toi les fraises. Et du coup, si tu décides pas de changer, je peux pas t'aider.
En fait, moi, ce que je dis aux personnes, et j'entends que c'est difficile des fois d'établir un changement, de modifier une habitude de vie pour tout le monde. C'est ça. C'est que surtout, si vous voulez que rien ne change, ne changez rien. Si vous êtes dans une démarche de mieux, d'amélioration, de changement, peut-être il y a des choses qu'il va falloir modifier. C'est ça. Je vise jamais la perfection. On peut pas vivre comme en Chine à l'époque. Déjà, en fait, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de trouver un équilibre. C'est ça. Et c'est déjà bien, et c'est déjà bien assez difficile, quoi. Parce qu'après, ça joue sur le moral. Voilà. Si les gens se sentent imposés et frustrés dans des choses qu'ils doivent faire, après le moral ne suit pas, ils vont dire c'est difficile ou c'est ça, et du coup on crée un autre déséquilibre, ce qui n'est pas voulu. Donc vaut mieux faire des petits changements pas à pas qui au long cours vont être vraiment importants en fait. Donc c'est pour ça, c'est vrai que ça demande une modification, mais c'est pas j'ai un problème quelque part, je prends un médicament et ça disparaît. Déjà même dans la vraie vie ça marche pas trop quoi. C'est vrai. Oui. Donc bon. Je vais chercher un Doliprane. Mais ça marche, mais bon, au bout d'un moment, si t'as une situation régulière qui te donne mal à la tête, tu vas continuer avec tes Doliprane, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, dis-moi, on parle souvent d'énergie vitale. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et comment ça influe sur notre santé dans ton domaine professionnel? Dans la MTC, en fait, l'énergie vitale, on va plutôt la définir un peu comme le chi. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Ouais. Ça revient un peu aux mêmes choses que dans d'autres disciplines. On va parler de prana en Inde, de magnétisme en Europe. Donc, nous, on va vraiment parler de chi. Et en gros, le chi, c'est l'énergie vitale, c'est ce qui est partout. Donc, il peut être invisible, il peut être aussi visible, mais c'est toute chose entre choses qui anime le corps humain. En fait, par exemple, un être humain sans chi, il n'y a pas de vie, quoi. C'est quelqu'un qui est décédé. Et encore, même juste après la mort, en fait, le chi ne s'évapore pas d'un coup, en fait. Il y a toute une période comme ça. Donc, l'énergie vitale, ça va être ça. Mais il y en a, du coup, dans ce qu'on mange, il y en a dans l'air qu'on respire, il y en a... c'est omniprésent, en fait. C'est ça le plus important. On parle du chi, du ki, du ji. C'est ça. Il y a différentes catégories, parce qu'en fait, c'est par rapport aux disciplines. Alors, le ki, en fait, ça vient du reiki, c'est au Japon. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Le chi, donc le ki, c'est K-I. Et le chi, Qigong. C'est ça. Ouais. Le QI, ça vient de la Chine. Donc, en fait, c'est la même chose. C'est juste, c'est une autre langue, donc on appelle ça autrement. D'accord. Mais c'est toujours le même truc. En Chine, c'est compliqué d'avoir des traductions littérales parce que, en fait, il y a toute une philosophie dans le mot. Donc, le chi, on peut le dire énergie vitale, mais en fait, on va préférer souffle de vie. Ouais, c'est ça. Ça va impulser un mouvement, ça va impulser quelque chose qui émane, en fait. C'est plus comme ça qu'on va le traduire. Et du coup, on peut être en vide de chi, en vide d'énergie vitale. Donc ça va nous amener certains symptômes que on va chercher et qu'on va chercher à rétablir en amenant du chi, quoi. Voilà. D'accord. Alors toi, tu utilises des pratiques comme, donc, on a vu l'acupuncture, la moxibution ou la pharmacopée. Donc moi, j'aimerais savoir comment tu choisis... laquelle tu vas choisir, laquelle tu vas utiliser pour les personnes qui vont te consulter. Comment tu vas savoir telle et telle quelle discipline je vais c'est pratiquer. Ça, tout à fait. Merci Estelle. Pas de souci, Fanny. Déjà, l'acupuncture, en général, je vais la choisir un peu par défaut, donc tout le temps. Sauf en cas de phobie des aiguilles. Ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir des patients qui sont phobiques des aiguilles. Donc en général, ça pose pas trop de problèmes. On arrive toujours à se débrouiller. Et puis, au lieu de mettre beaucoup d'aiguilles, j'en mets des fois qu'une ou deux pour que ce soit toléré, si les patients sont OK avec ça. Et puis, s'il faut vraiment, on n'en met pas, on masse. C'est un peu moins pratique parce que quand je peux mettre 10 aiguilles, je travaille sur 10 points. Même si j'ai 10 doigts, si je dois travailler un point à la tête, un point au pied, et tout, voilà, c'est un peu plus compliqué. Il faut que ça se fasse en même temps, alors, les 10 points. C'est mieux, oui. C'est mieux. C'est mieux, ouais. Dans mon choix thérapeutique, c'est une travail en synergie, en fait. C'est un peu comme une recette, une mixture, où je vais choisir tel ou tel point ensemble.
et pas tel autre parce que ceux-là, ils vont avoir une action ensemble, qui vont pas se surajouter, etc. Donc ça, c'est pour l'acupuncture. La moxibustion, en fait, c'est une manière de chauffer un point. Et du coup, on va l'utiliser plus dans ce qu'on appelle des syndromes de froid. Donc des gens qui ont de la frilosité, on dit qu'il y a un froid qui est rentré dans l'organisme ou un vide qui amène une situation de froid dans le corps humain. En fait, tout simplement, on va faire rentrer de la chaleur. Ou pour faire bouger aussi. On dit que le chaud, ça fait bouger. Donc, moi, j'ai et des bâtonnets que je viens chauffer pour travailler un point d'acupuncture précisément, ou une zone, mais vraiment précise, et du coup, ça va chauffer fort. Et aussi, dans le cabinet, j'ai une lampe où je vais pouvoir mettre sur une zone, et par exemple, je peux piquer avec une aiguille et amener du chaud sur l'aiguille, autour, grâce à ma lampe. Pour faire conduire sur ce point d'acupuncture de la chaleur. Donc voilà, c'est en général les patients, ça ils adorent. Ouais. Et ça agit donc sur l'esprit, sur le corps? Ça agit sur les deux. En fait, vraiment, c'est à un point précis ou sur une zone précise, je vais amener de la chaleur dans un but précis. Parce que, par exemple, je vais te donner un exemple un peu plus précis. Les gens qui s'assoient sur des pierres, en fait. Si tu es resté longtemps assis sur des pierres froides, donc tu es resté les fesses longtemps là, en fait, ça peut amener du froid au niveau du bassin dans l'organisme et ça peut créer des douleurs au niveau de la zone gynécologique ou dans le bas du dos ou au niveau digestif à long terme. Et du coup, en fait, en médecine chinoise, on dit que le froid, il est resté bloqué, il fige. Et du coup, mon objectif, c'est de le déloger. C'est un peu schématique, mais bon, comme ça tout le monde comprend. Ouais. Et du coup, je vais amener de la chaleur sur cette zone. Et de la chaleur vraiment, alors on brûle pas, mais un peu forte. Et avec, en piquant certains points et en faisant rentrer de la chaleur par cette conduction de l'aiguille, en fait, ça va aider à déloger le froid. C'est peut-être un petit peu plus parlant comme ça. Très intéressant. Voilà. Je connaissais pas du tout cette technique. C'est vrai que... Et en général, c'est hyper agréable. Les patients, ils adorent. Ouais. Franchement, en général, c'est assez cool. Et pour la pharmacopée, on va être dans des situations plutôt de vide. Donc, vraiment, les gens qui sont extrêmement fatigués, on a un vide de chi, d'énergie vitale, tout ça. Par exemple, l'acupuncture, c'est un peu comme si j'appuyais sur une télécommande. Donc, je vais agir sur tel truc, tel machin, mais je peux difficilement apporter de l'énergie. Je peux demander au corps d'en fabriquer un petit peu plus, de lui dire allez, courage, il faut que tu fabriques un peu plus de ci, un peu plus de ça. Mais s'il a besoin de matières premières, en fait, l'acupuncture ne va pas lui en donner. Alors que par la pharmacopée et la diététique, oui. Ouais, souvent, déjà la diététique, c'est associé avec l'état de fatigue en général. C'est vrai qu'on dit si on mange mal, on va être fatigué, épuisé, donc ça joue énormément aussi. Mais ça peut jouer aussi sur l'irritabilité. Par exemple, les gens qui mangent très épicé, très pimenté, ou les consommations d'alcool, de tabac, et en fait, ça peut être des gens qui... c'est toujours schématisé, c'est jamais exactement comme ça, mais qui vont avoir des pulsions de colère plus facilement, qui vont être plus irritables, tout ça, quoi. Et donc, ça joue aussi. C'est pas forcément pour diaboliser tout ce qui est... Alors, bon, l'alcool, c'est jamais bon, mais le tabac non plus. C'est clair. Mais, par exemple, quelqu'un qui va être enrhumé, va avoir attrapé froid, tout ça, en fait, le piment, ça peut être une bonne solution. En bon dosage, parce que trop, ça peut épuiser l'organisme, mais en fait, ça va aider la personne. C'est aussi un des facteurs que j'aime beaucoup dans la médecine chinoise, c'est qu'il n'y a jamais rien de bon ou de mauvais. Ça dépend à qui, ça dépend en quelle quantité. On revient sur l'exemple des fraises, on avait le directeur de l'école qui disait « Est-ce que les fraises, c'est bon ou est-ce que c'est mauvais ?» Alors on disait « c'est bon, non, c'est bon. » Il dit « en fait, c'est bon pour toi, mais pour quelqu'un qui est allergique, c'est mauvais. Donc, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais ? Il n'y a pas de réponse, en fait. C'est ça. Ça dépend pour qui et en quelle quantité et à quel moment. Donc, Estelle, on était en train de parler des troubles émotionnels. Ouais. Et
Comment la médecine chinoise, elle aborde le stress, l'anxiété et la fatigue mentale? Ou la fatigue mentale? Déjà, c'est vrai que c'est un motif de consultation assez récurrent. Ouais, souvent c'est ce qui revient le plus. Ouais, en fait, ça met je veux dire, ça regroupe plein de choses. Ça regroupe l'anxiété, les insomnies. C'est vaste. Ouais, voilà, ça peut aussi regrouper les gens qui veulent arrêter le tabac. Pourquoi ils fument? Des fois, c'est à cause du stress. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez large. Ouais, c'est leur train de vie, surtout. Ouais, en fait, comme on en revient, on est dans une société d'excès, hein. On va être honnête là-dessus. En fait, on est dans une société malade et en fait, du coup, rester en bonne santé, c'est un peu compliqué. J'aime bien ce terme-là, je l'emploie souvent d'ailleurs, la société malade. Oui, c'est ça. Bon, après, c'est tout, hein. Elle est ce qu'elle est et on fait comme on peut. Mais, je m'égare un peu. Mais du coup, on va taper sur plein de choses, donc on va regarder où il y a eu une perte d'équilibre. Est-ce que c'est d'origine alimentaire? Comme on a vu avec le piment, ça peut aussi influencer. Est-ce qu'il y a un vide parce qu'il y a une mauvaise alimentation? Est-ce qu'il y a eu un traumatisme qui a fait que en fait, ça a laissé des traces dans le corps humain et qu'il va falloir... Je ne vais pas forcément traiter le traumatisme, mais en fait de dire, j'ai vécu un décès, ça a été horrible, j'ai eu du mal à m'en remettre, ça m'a épuisée émotionnellement, donc physiquement... on va travailler sur cet axe-là, ce que ça représente le décès, ça a un lien avec certains méridiens particuliers dans le corps humain, donc on va travailler plutôt là-dessus. Ça peut être un excès de sport qui vient épuiser la personne, qui fait que épuisement physique, épuisement mental. Et donc on va recommander plutôt du repos, un excès de sédentarité en fait. Là-dessus c'est vraiment du cas par cas. Il n'y a pas de recette toute faite. On va vraiment essayer de comprendre l'origine, la cause même du déséquilibre. Et une fois qu'on aura bien compris ça, on aura vraiment une action très efficace. Et comme je l'ai dit, on pourra travailler sur de l'alimentation, de la pharmacopée, de l'acupuncture. J'ai souvent des conseils d'hygiène de vie. Et parfois aussi, ça peut être le moment de se dire, là, vous avez remonté la pente. Et comme j'ai dit au début, peut-être entamer tout un changement de vie ou une psychothérapie, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, tu les accompagnes après peut-être pour la suite. Ouais. Oui, c'est ça. Entre guillemets, tu les diriges, quoi. Je les dirige, et puis des fois, il y a besoin d'un vrai accompagnement, parce qu'en fait, c'est épuisant aussi d'effectuer des changements, de se remettre en question, tout ça. Ouais, donc pour que ça se fasse de façon fluide, il y a un accompagnement intéressant à faire là-dessus, ouais. Et dans notre société, là, aujourd'hui moderne, souvent on est pressé, stressé. Ouais. On court tout le temps, on ne prend jamais le temps pour nous, on essaye. Alors, quelles leçons la médecine chinoise, elle peut nous offrir? Alors, moi déjà, ce que je dirais, c'est déjà faites comme vous pouvez, c'est bien. Ouais. C'est ça. Oui. C'est déjà d'essayer de pas trop se culpabiliser et en même temps de pas trop se voiler la face non plus. C'est difficile, essayer de se trouver des moments pour retourner à l'équilibre. On court tout le temps, prenez le temps d'aller marcher avec vos enfants ou avec des amis. Prenez un temps pour ralentir. C'est ça. Moi, c'est ça. Ralentir et bien s'entourer, en fait. On est toujours mieux accompagné. Alors là, je m'éloigne peut-être des conseils de médecine chinoise, mais en fait, c'est un équilibre de vie. C'est ça. Donc voilà. Alors, on parle souvent de prévention d'équilibre dans la médecine chinoise. Alors, pourquoi ces deux notions, elles sont centrales dans ta pratique? Alors, moi, c'est ce qui m'a principalement plu, ce qui m'a séduite dans la philosophie de la médecine chinoise. Parce que quand je soigne mes patients en tant que kiné, mon but, c'est pas qu'ils aillent que mieux, c'est qu'ils ne reviennent pas dans 4 mois parce que, en fait, c'est revenu. Ouais. Donc, ça, c'est hyper important pour moi. Et aussi de façon personnelle, moi je suis très intéressée au sujet de la santé, comment fonctionne le corps humain. Je suis une amoureuse du corps humain et son fonctionnement. Et j'essaye de me les appliquer à moi, en fait, de savoir comment moi je fonctionne, pourquoi ça crée ça chez moi, pourquoi ça crée ça chez les autres et pas chez moi. C'est ça qui me
vraiment qui me passionnent. Qui te fascine. Voilà, et du coup, moi j'ai envie de profiter de la vie le plus possible et le plus longtemps possible. Et donc j'essaye de mettre en place mes propres conseils, le propre savoir de la médecine traditionnelle chinoise. C'est aussi pour ça que je sais que c'est compliqué et que dans la vie on fait ce qu'on peut. Et du coup, voilà, ça passe par... Première prévention, c'est l'alimentation. C'est ça, ouais, c'est ce que j'allais dire là. Justement, une personne au quotidien, comment elle peut maintenir sans forcément consulter, par exemple? Quel conseil tu vas lui donner sans... Alors, par exemple, pour l'alimentation, ça va être de manger de tout, de qualité et en bonne quantité. Ouais. C'est hyper important. Et en fait, il faut que ce soit plaisant. Dans la vie, c'est toujours mieux avec de la joie. Donc, mettez des couleurs, mettez des textures, mettez du goût. Et en fait, on dit que chaque goût va nourrir un organe, un méridien. Et du coup, si vous variez, vous avez plein de goûts dans votre assiette, plein de textures, plein de couleurs, bah vous êtes un peu sûr que vous avez bien nourri votre corps. Et du coup, de prendre plaisir, de prendre le temps de savourer, d'avoir le goût dans la bouche tant qu'il y a du goût, il y a de l'énergie. Donc en fait, de capter tout ça, de bien mâcher, de bien sentir, de profiter du moment que vous... en fait, de manger déjà. Pareil, ça paraît tout bête, hein, mais en fait, c'est hyper important. Donc ça rejoint aussi certains conseils que avaient dit d'autres intervieweuses sur mastiquer, c'est manger. Et le problème vient de là, c'est que tout va trop vite aujourd'hui. Oui. Et c'est vrai que parfois, on n'a pas le temps. Si tu as une demi-heure entre deux pour manger, tu dis, bon, allez, il faut que je prenne le temps de mastiquer. Allez, je vais mastiquer 30 fois. Mais en fin de compte, tu as mangé 2-3 bouchées, tu repars bosser, quoi. Tu vois. Ouais. Donc, tu peux te l'appliquer quand tu es en repos, mais c'est pas facile. Non, non, c'est vrai que c'est pas facile. C'est pour ça que j'aime pas donner des recettes toutes faites, dire faites ça autant de fois, à telle heure. Ça. Non, en fait, essayez de faire de votre mieux. Bon, vous vous rendez bien compte que, par exemple, comme je poursuis ton exemple, tu ne mâches pas assez. C'est ça. Et juste essaye de faire mieux aujourd'hui. Et peut-être essaye de faire aussi bien demain. Voire, si tu le peux, un petit peu mieux. Et de faire ça un peu tous les jours, c'est comme ça qu'on arrive à avancer, quoi. Donc ça va être, manger de façon équilibrée, comme ça. Donc c'est ça ce que ça veut dire, de façon équilibrée. C'est ça, oui. Mais en fait, être dehors, prendre le temps de respirer l'air pur, on est tout le temps soit sur des écrans, soit sur nos téléphones, etc. Et je donne pas de leçons là-dessus, hein. Mais en fait, d'être dehors, de voir l'horizon, d'observer, tout ça. Ça, c'était avant. Quand il n'y avait pas tous les écrans, tu vois, maintenant, je prends l'exemple des enfants, ils jouaient entre eux dehors, ils se parlaient, ils communiquaient. Maintenant, tu les vois dans la rue, ils sont sur leur téléphone. Même s'ils sont 3, ils se parlent pas, ils sont chacun sur leur téléphone. Ah oui, mais c'est quand même triste et dramatique. C'est parce qu'ils imitent leurs parents. Mais tu vas te mettre les parents à dos. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai en fait, les enfants imitent leurs parents. Si vous avez des enfants et qu'en fait vous allez partager un moment dehors avec eux, en fait, si c'est bon pour vous, c'est bon pour eux aussi. Ça, Donc tous les principes de vie que pour les parents qu'on écoute sans culpabiliser, sans donner des leçons. En fait, tout ce que vous faites de bon pour vous, vous leur montrez le bon exemple de comment prendre soin de vous et surtout, vous prenez soin d'eux en même temps. Donc, on fait comme on peut. C'est ça, exactement, tout à fait d'accord avec toi. Alors, quel conseil simple tu donnerais à tous nos auditeurs pour retrouver une harmonie entre le corps et l'esprit ? Vraiment, j'ai l'impression de donner des conseils bateaux. Mais il n'y a rien de bateau. Ça peut être intéressant pour mais en fait, plein de gens. Pour capter l'énergie extérieure, le chi de l'air, en fait, juste d'être dehors. De respirer, en fait, dehors. En fait, ça va déjà vous aider à vous nourrir, votre corps et votre esprit. À sortir un peu de vos problèmes du boulot, de la famille. Déjà, d'être dehors, de respirer. D'avoir une activité physique régulière. Franchement, on sous-estime l'action bénéfique de l'activité physique. Donc, c'est pas forcément aller courir, mais aller marcher. C'est pas forcément faire du sport en salle de sport. Mais non, faites une activité qui vous plaît, en fait. Juste bougez votre corps. Profitez de votre corps tant que vous pouvez le faire, mais allez-y. Ouais, c'est ce qui rebute les gens, finalement. Enfin, les gens qui sont pas sportifs. On va leur dire, faites une activité physique. Les gens, tout de suite, ils ont en mémoire
la salle, courir, enfin faire c'est ça. ce genre de Mais sport. ça peut être faire Marcher. du jardinage, Voilà, promener c'est son ça. chien, Tout à fait. au lieu de boire un café à la maison avec une amie, mais en fait Ouais, proposez-lui c'est ça. d'aller marcher. C'est ça, ouais. Et d'aller marcher en forêt, de se rejoindre dans un endroit que vous aimez ou qu'elle aime, ou de découvrir un nouvel endroit et d'aller faire le tour. Enfin, C'est ça. ça peut être ça. Donc c'est l'alimentation, c'est un grand pilier de la santé. Le sommeil, si vous avez des troubles du sommeil, ben, il faut absolument consulter, il ne faut pas rester comme ça, il faut trouver une solution. Donc c'est hyper important, en fait, c'est comme ça qu'on refait aussi la majeure partie de son énergie, la C'est nuit. ça. Et en fait, en cas de troubles émotionnels, donc c'est divers, on a le stress, l'anxiété, mais il n'y a pas que ça, il y a en fait la tristesse, l'irritabilité, la colère, les gens qui gèrent très mal la frustration, mais en fait, là aussi, allégez-vous votre quotidien en travaillant dessus, en prenant en charge, en allant voir des spécialistes. Donc franchement, il y a vraiment de quoi faire, quoi. Et surtout d'être indulgent avec soi. On peut pas, le but c'est pas d'atteindre la perfection, le but c'est d'atteindre l'équilibre. Donc C'est dans ça. la vie, des fois, il y a des moments c'est compliqué. Et ben c'est le moment de faire appel à des ressources, à de l'aide. Donc acupuncteur, naturopathe, voilà, j'en passe et des meilleurs. Mais c'est le moment de demander de l'aide et voilà. Et surtout faire de la prévention. La médecine traditionnelle chinoise, en fait, ça agit vachement en prévention. Comme je le dis, avant les changements de saison, donc on va dire 3 semaines avant, 1 mois avant nos changements de saison à nous, ben, ça peut être intéressant de consulter pour voir si notre corps est bien armé pour toutes les modifications qui vont s'établir prochainement. C'est hyper important pour passer un bon hiver, éviter de tomber malade. Si y a des personnes qui sont systématiquement malades à telle période de l'année, et ben On renforce. ouais. Et puis venez en amont, ça sera C'est toujours ça. moins coûteux en énergie de le faire avant que d'être dedans et d'être malade, quoi. C'est ça. Et donc, toi, tu as des habitudes que tu pratiques pour entretenir ton énergie, vu que tu es très ciblée sur santé physique, mentale des gens, tout ça. Alors moi, j'ai l'avantage d'aimer le sport. Ouais. Donc la plus grosse difficulté pour moi, c'est de pas trop en faire. Donc c'est quelque chose que j'apprends toujours, à essayer de pas être dans cet excès-là. Donc je sais que j'évite toute compétition. Donc je m'inscris pas, je fais un peu de course à pied, je m'inscris pas trop dans des courses parce que sinon je sais que mon esprit de compétition va se réveiller et je vais avoir envie de trop le faire, de trop m'investir là-dedans. Donc je sais par exemple que c'est pas très bon pour moi. J'ai l'avantage d'être gourmande. Ah ouais. Donc j'aime bien Bienvenue manger, au club. voilà, et de pas être difficile. Donc je prends plaisir à manger plein de choses de saison, même si comme pour beaucoup j'ai du mal avec le sucre, mais maintenant je suis indulgente avec moi. Du coup, j'ai moins de frustration, donc j'ai moins envie d'en manger. Quand je suis stressée, par exemple, j'ai un bon conseil pour toi, Fabienne, si ça te concerne. C'est ce que j'allais dire. Je veux ton secret. Alors, c'est quelque chose qu'on nous a dit pendant les examens de médecine chinoise. Ouais. On a toujours tendance, quand on est stressé, à vouloir manger du Et sucre. voilà, c'est tout à fait ça. Et voilà. En plein dedans. Et en fait, manger du chocolat noir. L'amer, la saveur amère, donc ça peut être du café. Alors, le café, c'est un peu excitant, donc ça va être un peu moins efficace, mais le chocolat noir, donc plus 75%, C'est ça. ça va être beaucoup plus efficace en récompense quand vous allez manger et surtout pour diminuer votre stress. Et du coup, maintenant, je suis une vraie gourmande et je suis une amoureuse du chocolat noir, donc c'est du 90 pour moi. Ah, quand même. Ah, il faut ce qu'il faut, hein. Quand je suis stressée, je suis stressée, hein. Ouh là là. Donc, mais du coup, le chocolat noir, vraiment, ça a été un peu la plus grosse révélation pour moi. Et l'autre petite astuce un peu rigolote, c'est quand vous êtes un peu énervé, frustré, et en fait, tout ce qui va être saveur vinaigrée, donc par exemple les cornichons, Ouais. et ça c'est super pour gérer. C'est vrai. Donc ouais, si vous êtes, moi je m'en suis rendu compte à un moment où je sais plus, j'avais eu un appel qui m'avait irritée et j'étais toute là ronchonchon, genre ouais mais ça m'énerve et machin, et en fait j'étais en train de préparer à manger. Donc j'ouvre le frigo. J'étais encore dans mes pensées à me dire ah ça m'énerve et tout. Ouais. J'ouvre le bocal de cornichons et je m'enfile 3 cornichons comme ça, et là je prends conscience du cours qu'on avait eu le jour même en me disant oh, je viens exactement de faire spontanément voilà, donc tout ce qui va être vinaigré, le citron comme ça, quand vous êtes un petit peu énervé, voilà, ça va être des choses qui vont vous réguler et aider à vous apaiser un petit peu. Ouais. Moi je suis entre les deux. C'est vrai. Moi je suis très chocolat au lait, alors j'adore ça.
ça. Ah, c'est sucré Et en fait- ça aussi, le Ah ouais, chocolat au lait. Moi, je c'est fais pas bon. des choses à moitié. C'est vrai, c'est les Et femmes c'est- passionnées. Et j'ai essayé donc le chocolat noir. Bon, Ouais. je suis pas comme toi, je suis à 70%. C'est bien déjà, c'est déjà très pas bien. mal. Mais tu vois, je suis entre les deux. C'est-à-dire que je vais parfois dire je prends noir, puis d'un coup, oh, j'ai envie du lait parce que je suis un peu plus énervée. Donc, tu Mhm. vois. Donc, j'essaye de réguler un petit peu par rapport à ça. Mais c'est pas simple. Hein. Non, c'est C'est pas un ça. travail de longue haleine. Je veux te dire. crois, Hein. je te crois. Ouais. Ouais. Mais je vais y arriver. Je crois en toi. Un Merci. jour, tu verras, tu vas passer au 75. Oh, moi, c'est comme ça que j'y suis arrivée. Hein. C'est le 75, puis 80, et puis 85. Et puis, bon, après, plus que 90, ça devient vraiment devient compliqué. Mais puis, il n'y a pas forcément d'intérêt. Mais voilà. C'est ça. Quoi. Et tu vois, j'ai remarqué, je vais manger un bout de chocolat noir. Ben, Ouais. je suis calée. Ouais. Tu vois, et je vais manger un carré de chocolat au lait, je suis pas calée, j'ai envie de manger, t'as envie de manger la plaque en fait, quelque part. Ouais. Tu vois, t'as vraiment cette sensation de... Ça tient au corps, le chocolat noir, je trouve. Ouais, Personnellement. alors il y a ça, et en fait, quand on a des émotions perturbées, en fait, on dit que ça vient du cœur en Mhm. médecine chinoise. Ouais. Et en fait, le cœur, il est en lien avec la saveur amère. Mhm. Alors que juste après, on va dire dans le cycle de l'énergie, on va parler plutôt de la rate qui est en lien avec la saveur douce, donc le sucre. Et donc quand on a une émotion perturbée, tout ça, le cœur va être en vide et du coup, il va pas bien donner son énergie au suivant. Donc à la rate, qui va te dire « Ah, mais moi, je suis fatiguée, donne-moi quelque chose pour me rebooster mon énergie. » Ça va être du sucre. Enfin, en tout cas, tu vas avoir envie de sucre. Ben, c'est pas ça, en fait. En plus, c'est pas ça qui va l'aider au final. Par contre, si tu nourris déjà le cœur par de la saveur amère, donc Mhm. quand on n'est pas bien stressé, on a plus envie d'une douceur un peu sucrée, donc le chocolat noir, c'est un entre-deux. Mais quand on vit des grosses perturbations émotionnelles, ça peut être du coup tout ce qui est endive, ça va être voilà, principalement ça, endive, chocolat noir, éventuellement le café. Moi, quand je sais que je suis très énervée, café, chocolat noir, ça marche bien. Pourtant, le café, C'est un bien. excitant. Ouais, Faut c'est- pas en abuser, Ouais, mais en fait, ça te détend. si tu le combines avec le chocolat noir, moi, ça va avoir tendance à m'apaiser. Comme on a dit, hein, c'est une médecine d'équilibre et individuelle, C'est ça. donc il faut tester sa propre recette. Mais en tout cas, pas forcément le sucre. Et si c'est quelque chose un peu de longue haleine, où vraiment le stress se fait vraiment sentir, au lieu vraiment du sucre, d'avoir une saveur douce. Donc privilégier carottes, patates douces, citrouille, tout ça. Ça va plus avoir une action en diététique plutôt équilibrante plutôt que de s'avaler la plaque de chocolat ou le paquet de bonbons. Ok, je retiens tout ça. J'ai une dernière question pour toi, Estelle. Avec grand plaisir, Fabienne. Alors, donc selon toi, que signifie être en bonne santé au sens profond dans la vision chinoise ? On a évoqué un peu tout, mais toi, dans ton sens profond. Je vais te faire une réponse qui va allier mes deux métiers. En fait, la vision de la médecine chinoise, c'est la vision de la santé actuelle de l'OMS. En fait, on définit la santé par un état de bien-être physique, chimique et j'ai oublié le troisième, et psychosocial, c'est ça. Donc en fait, c'est d'être bien dans sa tête, d'être bien dans son corps et d'être bien dans ses relations avec les autres. Et la médecine chinoise, elle a toujours eu cette vision-là. C'est en ça où je trouve que c'est une médecine très, très complète. Donc ça va être d'être équilibré dans sa tête, d'être équilibré dans son corps et dans sa vie en termes généraux, quoi. Si vous êtes en bonne santé, mais que vous avez un boulot qui vous fait chier et qui vous pourrit, Ouais. en fait, au bout d'un moment, votre santé va en pâtir. Alors c'est jamais facile de mettre en place des fois des gros changements comme ça, et des fois c'est même pas possible, mais on peut mettre en place des choses pour compenser. Et c'est en ça que la médecine chinoise, elle est passionnante, et je pense qu'elle est vraiment enrichissante en termes d'individus et collectivement. C'est qu'on va essayer de faire des compromis avec tout et de trouver sa place. Trouver sa place dans sa famille, trouver sa place dans son rythme professionnel, dans son rythme personnel, de trouver son équilibre de vie, de quand on mange, qu'est-ce qu'on mange, pourquoi, comment, combien. Voilà. C'est très vague, mais en fait, c'est toute cette philosophie en fait, qu'on ne peut pas couper de la médecine chinoise qui fait qu'elle est puissante. Parfait, Estelle. Est-ce que tu peux nous donner tes coordonnées ou où peut-on te joindre ?
Alors du coup, j'ai un compte Instagram Énergie Vitale, avec un E à Vital. Vous pouvez prendre rendez-vous sur Doctolib, sur Estelle Foucart, donc Estelle, E-S-T-E-L, Foucart, F-O-U-C-A-R-T, sur Pont-à-Marc. Voilà, où j'ai un numéro de téléphone, le 06 49 00 68 54. Donc n'hésitez pas à me contacter, ou si vous avez des questions avant une prise de rendez-vous. Et voilà. Je t'appellerai ce soir, Estelle. D'accord. Avec plaisir, quand tu veux. Merci infiniment à toi et pour ce moment de partage, de douceur et de sagesse. Merci pour ta vision du soin, ton approche globale et bienveillante de la santé. Merci à vous toutes et tous d'avoir écouté cet épisode. Si cette rencontre vous a inspiré, pensez à partager, à commenter et à vous abonner pour ne manquer aucun prochain podcast. Prenez soin de vous, respirez et souvenez-vous, l'équilibre est un chemin, pas une destination. À très bientôt dans un prochain épisode de Dévoile-toi. Je vous embrasse.